Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Aujourd'hui, nous allons parler patrimoine religieux, conservation, rénovation, financement. Rendez-vous juste après le générique. Un mois et demi après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, Dimanche en politique s'intéresse à la préservation du patrimoine religieux en Limousin. Des petites églises de nos villages aux imposantes cathédrales, ces édifices font partie de l'histoire de notre territoire. Alors dans quel état se trouvent-ils? Qui se doit de les entretenir et avec quels moyens? Pour répondre à ces questions, je reçois trois invités. Alain Soularue, bonjour. Vous êtes délégué régional de la Fondation du patrimoine en Limousin. Nicolas Védélago, bonjour. Vous êtes conservateur des monuments historiques sur le site de Limoges pour la DRAC de Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, Christian Lassalle, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Noailhac en Corrèze, président de l'association Noailhac Mémoire et Patrimoine. Alors l'incendie qui a détruit une partie de Notre-Dame le 15 avril dernier a suscité une grande émotion en France. Nicolas Védélago, vous êtes donc conservateur des monuments historiques. Une fois passé le choc, la tristesse de voir ce bâtiment en partie détruit, est-ce que vous vous dites, nos cathédrales ici en Limousin, est-ce qu'elles sont prémunies suffisamment contre ce type de risque? Alors, jamais totalement à 100%, parce que je rappelle qu'à Notre-Dame, il y avait un chantier, et nous aussi, nous avons un chantier sur la cathédrale de Limoges, qui n'est pas du même type, il n'y a pas autant de risques incendie, mais il y a quand même un risque, donc on a augmenté notre vigilance, évidemment. On pense à Tulle aussi, où nous avons tourné des reportages juste après les événements et où il y a une sécurité incendie qui ne fonctionne pas forcément. Oui, c'est plutôt la remise aux normes électricité, ouais. Puisqu'on sait que l'électricité, le réseau électrique est souvent à la source d'incendie. On a prévu et programmé de restaurer, de rénover donc, le réseau électrique, mais pas pour tout de suite. C'est difficile de tenir des délais avec des moyens qui sont limités, qui sont les vôtres? Alors, en fait, on priorise les opérations en fonction de l'urgence, de l'état sanitaire et sur nos cathédrales, mais aussi pour subventionner les communes avec les églises rurales. Alors cet incendie il a donné lieu à des annonces de dons très importants. Alain Soularue, la Fondation du patrimoine dont vous faites partie en Limousin est l'un des 4 organismes qui étaient agréés pour collecter ces dons. Est-ce que les Limousins ont été généreux envers Notre-Dame de Paris ? Alors, aujourd'hui, il est difficile de le savoir parce que nous n'avons pas encore la répartition des dons par région. Les dons sont allés pour la plupart directement à notre siège à Paris et notre siège nous répercutera les montants des dons selon leur origine. Est-ce que vous avez été surpris de l'ampleur des dons récoltés assez vite? Un peu tout de même. Ouais. Oui. Ouais. Pour notre part, Fondation du patrimoine, nous avons récolté 218 millions d'euros. 218 millions d'euros, dont 24 millions viennent de dons de particuliers. Et ces particuliers représentent 228 000 donateurs. Est-ce qu'on peut dire que la Fondation, aujourd'hui, elle a arrêté de collecter officiellement de l'argent pour Notre-Dame? Alors, oui, nous avons arrêté officiellement la collecte, partant du principe que nous devons maintenant connaître le montant des travaux et le montant des besoins. C'est le premier point. Et le second, c'est que cette collecte a tout de même cannibalisé une partie des dons. Et la Fondation du patrimoine, bien sûr, s'intéresse à Notre-Dame de Paris, mais également à toutes les petites églises et bâtiments religieux partout sur le territoire, et dont je pense nous allons parler. Absolument, c'est l'objet de cette émission, justement. Vous voulez dire qu'il y a certaines personnes qui vous ont dit ma priorité, c'est Notre-Dame cette année, c'est pas la petite église du village proche? Oui, ça a été un réflexe assez largement répandu. Alors, Christian Lassalle, je me tourne vers vous. Vous êtes maire de Noailhac en Corrèze. Vous savez à quel point, vous, c'est difficile et long de réunir des fonds pour réhabiliter un bâtiment religieux. Votre réaction quand vous avez vu cet afflux de donateurs, vous êtes dit, pour Notre-Dame, ça va plus vite que pour Noailhac, si on résume grossièrement? Oui, en même temps, il s'agit d'un monument exceptionnel, Notre-Dame. Et on comprend qu'il y ait eu cette mobilisation générale et tous ces dons qui sont venus de tous horizons, y compris de l'étranger. Dans le cas d'une église comme celle de Noailhac, enfin, on est dans une configuration qui est différente, avec
une église classée monument historique en 1923, mais dont l'état s'est dégradé au fil des années. Donc c'est très différent. Nous avons observé beaucoup de dégâts causés à des charpentes qui ne tenaient plus, des toitures qui fuyaient, des enduits qui tombaient, enfin toutes sortes. On la voit, votre église là justement. Voilà, donc vous la voyez, ça c'était à une époque des travaux, puisqu'on a couvert, vous voyez ici, des fissures qui se manifestaient dans la maçonnerie. Alors Nicolas Vedelago, c'est le moment de faire un petit rappel de la loi, parce qu'on ne sait pas forcément à qui appartiennent les églises, les cathédrales, qui est chargé de les entretenir. Oui. Alors il faut revenir à la Révolution, la nationalisation des biens du clergé. L'État garde les cathédrales et les églises pour les communes, depuis cette époque-là. Et donc ce sont ces deux structures, l'État et les communes, qui sont chargées d'entretenir ces bâtiments. Qui sont propriétaires, qui en font les travaux et l'entretien. Est-ce que c'est pas toujours évident pour des élus comme Monsieur Lassalle justement Évidemment, en Limousin, on a beaucoup d'églises médiévales, un patrimoine qui est très riche, avec des restaurations qui chiffrent vite, les chiffres s'envolent, et des communes finalement avec une toute petite démographie. Donc c'est pour ça que l'État, les collectivités, la Fondation du patrimoine sont indispensables pour venir en aide, pour boucler le plan de financement et pouvoir financer ces travaux. Alors justement, Christian Lassalle, vous êtes maire et aussi en même temps président de l'association Noyac Mémoire et Patrimoine. Ça a pris du temps de lancer ce chantier, de le voir aboutir, de le voir financer surtout ? Cette difficulté qui est citée par M. Vedelago, nous l'avons bien connue à Noyac, petite commune, 386 habitants, un budget de fonctionnement de 250 000 € et une prévision de travaux qui était aux alentours de 1 400 000 €. Donc vous voyez un petit peu c'est 5 fois votre budget. Les données. Ceci explique que ce projet, en réalité, il avait été étudié dès l'an 2000. Et pratiquement, ce qu'on a réalisé ressemble à ce qui avait été mis sur le papier en l'an 2000. Et ce qui a retardé toutes ces opérations, c'est la difficulté de la commune, des élus, des équipes précédentes, à intégrer l'idée d'avoir à financer cette opération parce que le reste à charge de la commune était important. Oui. Donc heureusement, nous avons mûri sur ce projet et nous nous sommes lancés dans l'opération, bien sûr avec des subventions très importantes. L'État en premier lieu, puisqu'il finance, s'agissant d'un monument historique, à 50% des coûts hors taxes. Nous avons eu l'appui du département à concurrence de 20%, et la région à concurrence de 10%. Mais il restait un solde et c'est là que nous nous sommes mobilisés. Oui. Et que je réponds à votre question. Effectivement, il y a une dizaine d'années, nous avons créé une association dans la perspective de mobiliser la population et de trouver des fonds. Alors justement, la Fondation du patrimoine, elle intervient aussi à ce moment-là. C'est 80% de votre activité, le patrimoine religieux, Alain Soularue, c'est ça. À quel moment vous intervenez dans ce processus pour venir en aide aux petites communes, par exemple ? Bien, on intervient précisément lorsque la commune connaît ce fameux reste à payer, qu'on appelle la part d'autofinancement. Donc nous intervenons sur cette part et nous aidons la commune à la réduire au maximum. Nous intervenons de deux manières. La première, par le lancement de souscriptions publiques, et sur lesquelles nous sommes amenés, dans certaines conditions, à abonder, c'est-à-dire à redonner de l'argent sur les fonds propres de la Fondation. Et là, ça a été le cas pour l'église de Noyac ? Écoutez, je laisse M. Lassalle répondre. Oui, ça a été le cas, effectivement. Donc, pour vous donner une idée, nous avons reçu 420 dons qui ont représenté un peu moins de 90 000 €. Et la Fondation a abondé pour un peu plus de 40 000 € dans notre opération. Et de plus, nous avons été récompensés à deux reprises. D'abord, un prix qui était donné par la Fondation du patrimoine en raison de la qualité de la souscription. Oui. Donc on a eu un premier prix en 2014. Et ensuite, nous avons concouru pour les rubans du patrimoine. Et notre opération a remporté le prix national des rubans du patrimoine 2018, année 2018, pour les communes de moins de 3 500 habitants.
Et la Fondation du patrimoine fait partie du jury des organisateurs de ce concours. Alors, vous disiez 50% vient de l'État, puisque vous êtes une église classée. Nicolas Vedelago, il y a des églises classées, il y a des églises inscrites, il y en a qui ne le sont pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre tous ces statuts ? Oui, alors au tout début, lors de la création du service des monuments historiques, il n'y avait que des monuments classés. On s'est rendu compte qu'il y avait des églises, du patrimoine qui étaient intéressants, mais un peu moins prestigieux. Donc on a décidé de mettre à un niveau intermédiaire l'inscription. On dit inscrit au titre des monuments historiques. Et du coup, à la DRAC, au service des monuments historiques, on est en charge du suivi, de l'aide des monuments classés et inscrits. Par contre, on n'intervient pas du tout pour les monuments non protégés, et c'est là que les organismes tels que la Fondation du patrimoine peuvent aider. Donc ça veut dire que vous, par exemple, quand les monuments sont inscrits ou classés, vous proposez une sorte d'aide, d'assistance à maîtrise, c'est ça ? Alors, en fait, nous, oui. Si vous voulez, pour les petites communes qui n'ont pas les moyens de réaliser une maîtrise d'ouvrage à cause des compétences, le suivi des marchés, on peut proposer une aide d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça consiste en quoi ? C'est une convention et les ingénieurs et les techniciens du service aident à rédiger les marchés et à respecter la réglementation, parce que tout ça, c'est quand même très lourd, c'est presque un métier à part entière. Oui, ça veut dire rédiger donc, des demandes de devis, des mises en concurrence Voilà, pour les marchés, voilà, c'est ça. Et toute la partie administrative. Alain Soularue, vous le connaissez bien, le patrimoine religieux du Limousin. Est-ce que vous diriez qu'il est en bon état ou que c'est compliqué pour un certain nombre de communes en Limousin ? Écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais juste vous donner quelques chiffres. Depuis 2004, nous avons aidé 236 chantiers. Je dis 2004 parce que c'est l'année de la fondation en Limousin. Oui. Et au cours des 5 dernières années, nous avons ouvert 74 chantiers. C'est beaucoup. Ces 74 chantiers représentent 21 millions d'euros de travaux et nous sommes intervenus à hauteur de 3,6 millions. Ça, ceci a été possible grâce à 8 655 donateurs. Et comment faisait-on avant que vous ne soyez là, avant que cette fondation ne voie le jour ? Je pense qu'on faisait moins ou on ne faisait pas. Et même aujourd'hui, bien que nous soyons là, il y a des opérations qui se révèlent complètement pas impossibles, difficiles. J'ai un cas bien particulier, par exemple le cas de la Mazire-Basse, qui est une petite commune. Et dans cette commune, l'église est fermée depuis 2014. La commune, en dépit de la bonne volonté des élus, ne peut pas financer l'opération, ne peut pas financer ce fameux reste à payer par la commune. Nicolas Vedelago, ce constat, vous le partagez, c'est difficile de tout garder en état ? Alors oui, si vous voulez, on travaille beaucoup, on restaure beaucoup d'églises, mais il y a 1000 monuments protégés en Limousin. Donc ces 1000 monuments, je ne les ai pas tous vus, par exemple. Oui. Donc régulièrement, les agents du service vont faire l'état sanitaire pour voir la dégradation. Et on voit bien qu'il y a des monuments qui se dégradent et aucune volonté derrière. Et nous, c'est difficile d'imposer une restauration. C'est la limite. C'est-à-dire, si l'élu ne veut pas, il n'y en a pas. L'élu ou le propriétaire privé, on a souvent les deux cas. Parce que c'est compliqué, enfin, il faut se mettre dans la peau d'un élu. Quand on se lance, il faut se lancer. Donc c'est du temps, c'est beaucoup de travail, de l'argent à trouver, un budget, un conseil à convaincre. Donc c'est pas évident, quoi. Un élu comme vous, Christian Lassalle, est-ce que vous avez été découragé parfois tout au long de ce cheminement qui a amené à la restauration de votre église ? Personnellement, pas du tout, parce qu'il y avait ce projet, d'abord cette belle église qui est à la fois du XIIe et XVe siècle, qui a des éléments de très grande qualité. Et donc le projet en lui-même était très intéressant. Et lorsque nous sommes lancés, nous avions la volonté d'aller au bout, d'animer la souscription publique et d'aller au bout de soutenir la commune sur ce reste à financer. Au total de l'opération, la commune n'aura eu à financer qu'environ 8% du montant global des travaux, ce qui est une belle réussite. Est-ce qu'il y a eu des mécènes privés aussi, par exemple, qui se sont manifestés parce qu'ils sont attachés à ce patrimoine ? Oui, alors nous avons eu d'abord quelques particuliers et aussi quelques entreprises du terroir qui se sont
impliqués pour des montants de 5 000 ou 6 000 euros. Voilà, nous avons eu deux mécènes, entreprises mécènes des environs. De la Corrèze. Alain Soularue, les Limousins, on dit souvent qu'ils sont particulièrement enclins à financer la réhabilitation de leur patrimoine religieux. Vous le constatez toujours ? C'est incontestable. Et comment on l'explique ça ? Je crois qu'il y a un attachement des habitants à leur patrimoine, et en particulier à leur église. Je crois que dans nos campagnes, la notion de clocher signifie encore quelque chose. Et sur les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, 75% de nos interventions sont dans des communes de moins de 500 habitants. Donc des toutes petites communes. Moins de 500 habitants. Et pour un conseil municipal, pour un maire, il faut une vraie volonté politique, parce que c'est compliqué d'expliquer aux habitants qu'une partie du budget communal va passer sur le clocher, alors que les chemins sont en mauvais état, que donc il faut un stade de foot, a par des exemple, problèmes, ouais. etc. Donc c'est difficile. Et la deuxième chose, c'est qu'on a toujours l'impression que nos églises sont des bâtiments solides, bien implantés, qui résistent au temps et qui continueront à perdurer. C'est en partie faux, parce que les constructions n'ont pas été aussi bien faites qu'on se l'imagine toujours. On a nombre de nos églises qui sont sans fondation ou qui sont sur des terrains qui bougent. Donc susceptibles de s'enfoncer dans le sol, par exemple. C'est le cas à Turenne. Et ces désordres ne se voient pas. Il faut que des spécialistes passent, les décèlent. Et bien souvent, les montants engagés sont au-delà de ce qu'on peut imaginer en se fiant aux apparences. Oui, monsieur Lassalle. Oui, juste pour dire qu'il y a aussi, on parle de patrimoine, mais nous avons aussi une composante économique dans notre pays, avec l'importance, le poids du tourisme. Et donc ce que nous avons réalisé, l'Église est toujours consacrée, mais nous avons aussi ce second aspect qui est celui de l'ouverture au public. Et nous avons fait le devoir, et nous le réalisons, d'ouvrir l'Église tous les jours de l'année, sans aucune exception. Les touristes peuvent entrer dans l'église Parfaitement, de la même façon que notre espace de découverte. Nous avons ces espaces qui sont ouverts au public, et donc ça crée aussi des possibilités de circulation. C'est une ouverture sur l'extérieur. Ça profite aux habitants, mais aussi aux gens de l'extérieur. Et on rappelle que la France, ça reste la première destination touristique du monde, en tout cas l'année dernière. Nicolas Védélago, le loto du patrimoine de Stéphane Bern, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il a permis aussi des avancées, des prises de conscience de la richesse de ces édifices et des besoins qu'ils ont parfois, justement ? Oui, moi je me rends compte avec les propriétaires, c'est un élément déclencheur, parce que vraiment il y a un focus sur le patrimoine. Pas que pour les journées du patrimoine, mais le patrimoine en général. Et finalement, en Limousin, il y a un patrimoine qui est très riche. Comme on le voit tout le temps, on ne s'en rend plus compte. Et finalement, ça permet de se revaloriser soi-même et ce patrimoine, et de lui donner un nouvel intérêt. Et est-ce que les moyens sont suffisants pour l'entretenir, ce patrimoine qui est si riche et si important ? Moi, je pense qu'on peut faire plus. On peut faire plus et peut-être qu'il y ait plus de moyens. Je pense par rapport au budget, évidemment, on peut augmenter. On n'est pas du tout à la limite haute de ce qu'on pourrait faire pour la rénovation. Alain Soularue, la Fondation du patrimoine, elle avait chiffré les dossiers que Stéphane Bern avait défendus et ça atteignait des sommes importantes. Hein. Oui, c'est un exercice auquel nous nous sommes livrés l'année dernière. L'année dernière, nous avons fait remonter près de 3000 dossiers au jury central à Paris. Et mes collègues se sont amusés à chiffrer ce que représentait ce besoin de 3000 dossiers. Donc 3000 dossiers, c'est quand même peu de dossiers. C'est beaucoup, mais c'est peu aussi, eu égard au territoire national. Et nous arrivions à un besoin de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros pour 3000 dossiers. Donc ça vous donne une idée Si on compare avec Notre-Dame, c'est parlant. Exactement. Christian Lassalle, quand on dit réhabiliter, ça veut dire faire appel à des entreprises qui ont la compétence pour ça. Est-ce que ça a été facile pour vous de trouver ces entreprises-là, dans les environs en tout cas ? Alors nous sommes aidés par des spécialistes, comme vous le disiez, la DRAC nous assiste en tant que maître d'ouvrage. Nous avions également un architecte en chef des monuments historiques.
Et les entreprises qui soumissionnent doivent remettre des cahiers techniques avec leurs références. Et nous avons retenu des entreprises qui avaient déjà tout un background, enfin, Oui. comme on dit en français. Oui, un CV, disons. Un vécu spécialisé. très développé dans ce domaine. Nous avions des entreprises compétentes dans tous ces domaines qui avaient l'habitude de traiter des monuments historiques. Parce que, est-ce qu'il y a des entreprises agréées pour ça, Nicolas Védélago? Oui, on peut le penser, en fait, non. C'est un gros mythe. Il y aura toujours cette idée-là. Pas du tout. En fait, nous, on veut des entreprises qualifiées. Et généralement, c'est des entreprises du BTP traditionnelles. Donc le mieux, c'est avec des formations techniques traditionnelles, type compagnon, dans tous les corps de métier. Et il n'y a pas de... Non. Non, il y a une histoire et une habitude et j'imagine, pas un fichier, mais disons, vous connaissez ces entreprises-là, vous savez qu'elles sont fiables et qu'elles sont compétentes. Alors, c'est vrai que sur les chantiers, on commence à recroiser souvent les grosses boîtes, on va dire. Mais c'est le maître d'ouvrage et l'architecte, maître d'œuvre, qui choisissent, qui sélectionnent les entreprises. Et nous, on vérifie que le travail exécuté, que l'ouvrage est conforme à nos attentes. Et alors, justement, est-ce que la main-d'œuvre, elle est présente, elle est là, elle suffit à tous ces besoins, puisqu'on voit qu'il y en a beaucoup? C'est vrai qu'on rencontre des ouvriers un peu exceptionnels, mais de ce que j'entends des entreprises, il y a peut-être un déficit de vocation chez les jeunes, notamment en maçonnerie, ce qui est exceptionnel parce que ça a toujours été un métier qui attirait. Et alors, il y a peut-être un risque, puisque les monuments historiques sont un peu le conservatoire des techniques. Il y a cette transmission qui est très importante, le savoir-faire, et peut-être la main-d'œuvre, c'est un risque. C'est un appel peut-être à lancer. On approche bientôt de la fin de cette émission que nous avons organisée, évidemment parce qu'il y a eu cet incendie à Notre-Dame. Une question, Alain Soularue. On sait qu'il y a différents types de défiscalisation quand on fait des dons pour le patrimoine. Est-ce que c'est le même processus pour Notre-Dame que pour les petites églises, par exemple? Ou ça dépend qui donne, en fait, c'est ça? Alors, la défiscalisation est différente selon que vous soyez un particulier ou une entreprise, selon que vous soyez assujetti à l'ISF ou pas. Mais effectivement, à l'occasion de l'incendie de Notre-Dame, le pouvoir politique essaye de créer beaucoup de passe-droits. Et effectivement, en matière de défiscalisation, on envisage quelque chose de particulier. J'aurais tendance à dire que ça doit être la même chose pour tout le monde. Ça que vous voulez dire qu'il y aura un processus spécifique pour Notre-Dame et qui devrait être le même pour les petites églises, et c'est pas le cas. Vous le regrettez? Si, oui. Le message est passé. La question des délais, on l'a vu, est très importante également. On sait que les vitraux de la cathédrale de Limoges sont toujours en cours de restauration. Nicolas Védélago, 14 ans après l'explosion qui les a endommagés, faire des priorités, c'est compliqué. Oui, c'est, si vous voulez, la priorité, c'est le clos et le couvert. Et là, on fait des travaux d'étanchéité des terrasses pour pas qu'il y ait des infiltrations d'eau qui pleuvent dans la cathédrale. Donc ça, c'est vraiment la priorité number one. Ensuite, on aimerait quand même remettre aux normes l'électricité de la cathédrale. On a vu que c'était une source d'incendie. Donc ça sera la deuxième étape. Et en ce moment même, on commande des prototypes de verrières de doublage, puisque les vitraux soufflés ne sont mécaniquement pas assez résistants. Donc il faut créer des verrières de doublage qui permettront aussi de conserver sur plusieurs siècles ces vitraux qui se dégradent avec l'érosion, la pluie, le soleil, le vent. Donc c'est aussi cette réflexion-là qu'on mène. Et après ces tests de prototypes, on pourra valider ce protocole et l'étendre à toutes les baies restaurées. Là, quand on parle d'incendie ou d'explosion, on parle évidemment d'assurance aussi. Est-ce que les compagnies d'assurance sont à la hauteur dans ce genre de situation ou c'est variable? Alors, il y a plusieurs situations. Les monuments État ne sont pas assurés puisque c'est l'État l'assureur. Oui. Après, lors des travaux, lors des chantiers, les entreprises doivent être assurées. Donc là, on s'en soucie énormément. Et par contre, pour les propriétaires privés, je sais qu'il y a une grosse difficulté pour les propriétaires de châteaux à avoir des assurances et une prime d'assurance décente. Pourquoi ? Ce que je rencontre comme difficulté, c'est des primes qui doublent, qui triplent, ou même des assurances qui refusent tout simplement de protéger un château sous prétexte qu'il soit monument historique. Alors que pour moi, il n'y a aucune différence qu'il y ait une protection ou pas. Donc il y a une forme de mauvaise volonté aussi, sans doute ? Peut-être la peur du risque.
Oui. en se disant Pour un assureur, c'est quand même... ils calculent le risque. Je pense qu'ils ont des bases de données. Il y a peut-être des chantiers type monuments historiques qui ont coûté beaucoup plus cher. Et c'est vrai qu'on est exigeant. On veut reconstruire, s'il y a des dégâts, on veut reconstruire à l'identique avec les mêmes techniques. C'est pas pareil que de remettre une tôle en métal. Oui. Alors, pour conclure cette émission, on le disait, le patrimoine religieux, ça fait partie de l'attractivité de notre territoire. Est-ce que vous êtes optimiste quant à son état, sa conservation, Alain Sous-la-Rue, pour l'avenir ? Il faut être optimiste. Le patrimoine, c'est notre histoire. Il faut cette histoire, il nous appartient de la poursuivre. Donc, bien sûr, il faut être optimiste. Le patrimoine, c'est aussi quelque chose qui meurt un peu en silence. Et un beau jour, il se réveille et il est trop tard. Donc c'est aussi un appel à chacun que vous lancez de regarder autour de vous, en fait. Absolument, vous l'avez parfaitement compris. Christian Lassalle, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, j'encourage mes collègues à se lancer dans cette aventure. Personnellement, j'ai trouvé que c'était exaltant, qu'il s'agisse déjà de voir la mobilisation des personnes qui sont intéressées, et puis le suivi du chantier avec des découvertes. Des rencontres aussi. Des rencontres, des gens qui ont de très grandes qualités d'exécution sur ces travaux-là. Est-ce que certains de vos collègues maires vous ont appelé, vous ont dit comment as-tu fait pour arriver à ce résultat ? Oui, et j'essaye d'aider dans la mesure du possible des collègues, qu'ils aient ou non des églises classées, monuments historiques. Il y a des moyens, effectivement, on parlait de la mobilisation populaire, notamment. Donc votre téléphone sonnera peut-être à l'issue de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Tout de suite, c'est le Flash Info. Puis Dimanche en politique continue à Paris avec Francis Letellier et son invité. La semaine prochaine, pas d'émission sur France 3 Limousin pour cause de 24 heures du Mans. On se retrouve donc le dimanche 9 juin pour une émission spéciale d'1 heure à l'occasion du 75e anniversaire des massacres de Tulle et d'Oradour. France 3 Nouvelle-Aquitaine ouvre le débat autour des politiques mémorielles. Faut-il repenser notre façon de commémorer et de transmettre le devoir de mémoire? Nous en parlerons avec Robert Ebras, dernier survivant du massacre d'Oradour, mais aussi l'ancien président de la République François Hollande, ainsi qu'un historien et une sociologue. Tulle, Oradour, oublions-nous l'histoire, ce sera le 9 juin à 10h55. À très bientôt et merci à tous de votre fidélité.